Ben, merci de m'avoir invité. Je ne viens pas souvent à l'université. C'est quelque chose d'assez, je dirais pas étrange, mais c'est nouveau pour moi. Je vous remercie. Ça fait traverser d'autres mondes. J'imagine que j'ai été invité parce que j'ai écrit des bestiaires. 2 livres qui s'appellent Bestiaires. Ça s'appelle Confession animale. Alors, j'ai donné la parole à des animaux. Dans les thèses, dans les références de mes thèses, j'en ai fait plusieurs parce que j'ai étudié longtemps. J'ai fait un doctorat en anthropologie, mais j'ai aussi fait une maîtrise en anthropologie. Et c'est de ça que je veux vous parler, la maîtrise, pas le doctorat. Mais dans ma maîtrise en anthropologie, j'ai étudié, le sujet de ma recherche, c'était les classifications animales et l'ethnozéologie des Inuits du nord du Québec. En fait, des Algonquiens, des animaux, les bestiaires des Algonquiens. C'est un peu en référence à ce que je disais tout à l'heure. Si on refait l'histoire, je suis condamné un peu à l'histoire. On refait l'histoire de nos relations avec de l'humanité et les animaux. Les êtres humains face aux animaux. Évidemment, les animaux, on les a pas découverts hier matin. Et de toute façon, on est devenu plutôt superficiel, léger, incompétent quant à la manipulation des images. Quand on ne sait même pas c'est quoi un pitbull, ça veut dire qu'on est rendu loin dans le problème. Mais la famille, dans l'histoire et autres, j'ai essayé de conserver le temps. Là, nos présentations sont supposées être de 30, 40, ça va être 30 minutes. Je vais essayer de le faire en 30 minutes. Mais de toute façon, c'est un sujet, vous le comprendrez, c'est peut-être un sujet qui est inépuisable. Mais je veux vous amener sur une autre planète, sur la planète des nomades, des chasseurs. Et quand on considère l'histoire de l'humanité, de nous tous, quand on se regarde, c'est quand même une période considérable de notre histoire. C'est le paléolithique au complet. Le paléolithique a été beaucoup plus long que le néolithique, qui a été beaucoup plus long que le moderne, que le postmoderne, puis que le post-factuel dans lequel on vit. C'est une longue, longue période. J'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer des gens qui ont vécu sur le territoire, qui ont vécu de chasse, qui ont été des nomades. C'était les derniers peut-être au Canada. Je les ai rencontrés, je les ai interviewés, j'ai travaillé avec eux dans les années 1970. Et on a parlé des animaux terriblement. Et les animaux étaient très, très, très importants. Alors nous sommes, je vous situe le contexte, dans des sociétés sans État. Un immense paradoxe. Parce que dans nos stéréotypes, on n'arrête pas. Les Inuits sont ces fameux montagnais de Champlain, sont ces fameux montagnais de Naskapi de nos livres. Ce sont des Inuits. Au pluriel Inuit. Hein? Je ne parle pas des Inuits. Au pluriel Inuit. Un Inuit, 2 Inuits. Ce sont des Algonquiens. Société sans État. On a toujours parlé de chefs indiens. C'est dans nos proverbes. Hein. Il y a trop de chefs, il n'y a pas assez d'Indiens, il y a trop d'Indiens, il n'y a pas assez de chefs, des choses comme ça. Puis on a toujours représenté au cinéma les Indiens avec des chefs, avec des coiffes, avec des... L'explorateur s'adresse toujours à un chef. Alors, c'est assez étonnant. Chez les Indiens du Nord, les Inuits algonquiens du Nord, chez les nomades du Nord, ça n'existait pas, un chef. Ça n'existe pas un chef statutaire. Ce sont des sociétés sans État, sans hiérarchie d'État. Mais c'est pourtant des sociétés. C'est pas des bandes désorganisées, c'est pas des bandes de mollassons qui se promènent à gauche puis à droite. Ils sont très organisés sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan philosophique, sur le plan éthique, sur le plan moral. Mais la relation, la vision du monde total est conditionnée par ce qu'on appellerait une anthropozoologie. C'est la zoologie, les animaux. Dans ce monde sans État, le pouvoir, il est où? C'est intéressant. Il n'est pas dans le chef. Il n'est pas dans l'autre. Il n'est pas chez l'homme, mais il n'est pas chez la femme. Le pouvoir est partout. Il est partout. Ça s'appelle les sociétés animistes. C'est pas ils sont pas animistes par anecdote, c'est pas du folklore, c'est une grande réalité c'est une grande réalité de la condition humaine, l'animisme. Et il y a un terme que vous connaissez tous, en fait, qui a fait le tour du monde, qui est utilisé à toutes les sauces, dans bien des langues, et ce pouvoir s'appelle en algonquien
ancien comme aujourd'hui, Manitou. Tu sais, le grand Manitou a décidé, ou on doit parler du Manitou, puis du Manitou. Mais c'est vrai, c'est le Manitou. Ça s'appelle le pouvoir qui est dans toute chose, dans les objets, dans la matière, dans la vie, dans les enfants, dans les vieux, dans les objets, comme le canot, comme dans n'importe quoi, pouvoir. Ça s'appelle la force. Il était très surpris quand mon fils était plus jeune, puis il m'a amené, bon, comme j'ai eu des enfants, évidemment, puis jadis, mon fils m'a amené voir un film, vous autres, ça fait partie de l'histoire, ça s'appelait La Guerre des Étoiles. Puis ça a eu tout un succès. Dans ce temps-là, on était énervés. Là. Moi, quand j'ai vu ça, La Guerre des Étoiles, j'en croyais pas mes yeux. Donc, les exploits techniques au cinéma, mais c'était pas trop ça. Les paroles utilisées. Alors, rappelez-vous que la force soit avec toi, que la force soit pas avec toi, que la force soit avec toi, le côté noir de la force, sur bien en noir, sur bien en blanc. Bon. Moi, je sortais, c'était purement algonquien. La force est bonne, la force est mauvaise, tu tombes du bon côté, tu tombes du bon. La force est contre toi, la force est pour toi. Et toute ta vie se passe dans un univers sacré de relations, toi, ta famille, avec la force. Là-dedans, les animaux. Les animaux ne sont pas différents des humains. Alors, nous, on est parti tout à l'heure en disant qu'il y a une différence entre les humains et donc il y a une distance entre l'humain et l'animal. Dans un monde animiste, les animaux sont comme les humains et les humains sont comme les animaux. Il y a comme une proximité. Et regardez les mythes de fondation. Dans le monde occidental, chrétien, le mythe de fondation morale, c'est Dieu qui a créé les patentes. On s'entend, là, c'est lui. Il se lève le matin, il dit le premier jour, il a fait ci, on apprenait ça. Il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Ça a pris 6 jours, 7 jours, le 7e s'est reposé. Et c'est des humains qui sont mis ensemble. Ça va être un homme tout nu et une femme tout nue dans ce qu'on appelle un paradis terrestre. Regardez les animaux de la Bible. Ils sont très rares. Le bestiaire de la Bible est très, très rare. Il va exister. Il est là. Il y a un serpent. Il y a un serpent. Puis ça, quand tu dis que tu es un serpent, ça tout dit déjà. Et ça, si vous voulez parler d'un archétype universel universel, dans le temps et dans l'espace, peut-être qu'on pourrait commencer à regarder du côté des formes visqueuses. Des formes visqueuses, des serpents, puis ça, il n'y a pas grand monde qui aime ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui dit « c'est le fun ». On va bâtir une société autour du serpent. On va tout être des serpents. Ben ça se peut, vous pouvez le faire. Mais en général, c'est les méchants qui font ça. Pour les Inuits, tous les animaux sont mis ensemble dans le mythe de fondation. Tous les animaux. Comment le monde a été formé? Alors nous, on a appris que le monde a été formé par Dieu qui a dit ceci, cela, mais le petit Inou, la petite Inou, les Inuits, les vieux Inuits, quand ils se parlent, ils racontent comment le monde est venu au monde. Alors, il n'y avait que de l'eau. Et ça, c'est un mythe qui est vieux de plusieurs centaines d'années. Les premiers explorateurs, les premiers jésuites, ils ont écrit ça. Il n'y avait que de l'eau. Et sur l'eau, il y avait un radeau, et tous les animaux se promenaient sur le radeau. Et là, le caribou, il a dit qu'il serait comme celui qui le voit le plus loin, le plus haut. Le caribou se lève et il dit, il n'y a pas de terre. Ça nous prendrait de la terre. Parce que là, c'est ce qu'on fait sur le radeau. Alors, il demande au castor, plonge dans l'eau. C'est-à-dire, il demande au corbeau d'abord. Le corbeau dit, moi, je ne plonge pas. Va dans le fond de l'eau, va chercher un morceau de terre. Va chercher quelque chose. Alors, le corbeau ne veut pas y aller. Le castor, il est prétentieux, il veut y aller. Le castor, c'est dans l'eau, hein. Donc, il revient. Quand il remonte, il est resté 48 heures sur l'eau. Puis quand il remonte, c'est son ventre qui est apparu. Puis là, ils l'ont pris, puis comme on dit, ils ont fouillé les pattes. Ils n'ont rien vu des pattes. Ils n'avaient pas trouvé de... Alors, il y a castor, la loutre, ils ont tout essayé, les animaux meurent. Et puis là, c'est le plus petit, le plus insignifiant, le rat musqué, qui dit, je veux y aller. Tout le monde part aller sur le radeau. Puis le rat musqué dit, je vais y aller. Puis il va. Puis il reste plusieurs jours. Puis quand il revient,
Il est pas mort, mais il est pas loin. Il flotte, il est gonflé d'eau, puis il y a une patte qui tient un grain de sable. Alors, ils ont pris le grain de sable, ils l'ont mis comme ça, et le grand, ce qu'on appelle le grand homme, le grand esprit ou quelque chose, ici, puis ça, en fait, je peux vous le dire, c'est le grand lièvre. Imaginez-vous si c'est poétique. C'est le grand lièvre. C'est le lièvre qui va prendre le grain de sable, va commencer à taper dessus avec ses pattes, des pattes de lièvre. Et il va agrandir la terre. Puis à fur et à mesure qu'il court, il agrandit la terre. Puis les lièvres n'arrêtent jamais de courir pour agrandir la terre. Puis c'est pour ça que les lièvres courent tout le temps. Ça se compte aussi bien que les petits cochons ont des enfants, là, le soir. Puis c'est même, moi je pense que c'est plus beau. Bon. Là, tu as le lièvre, et tu t'aperçois, moi dans mes études, puis au fur et à mesure que je travaillais, je me suis aperçu que aucun animal était exclu. Tu passes tout le monde, tous les animaux sont dans l'histoire. Et ces animaux-là ont du pouvoir. Ils te donnent du pouvoir. Et toi-même, comme individu, les explorateurs, les Occidentaux, les Jésuites n'ont pas compris ça, mais quand ils regardaient les Indiens, puis ils disaient, moi je suis l'homme moutarde, ou je suis la femme aigle, ou je suis... Les autres, ils pensaient que c'était une... Tu sais, comprendre le totémisme, là, c'est pas facile. Les autres, c'était sérieux, là, quand ils disaient, je suis l'homme moutarde, c'était sérieux. C'était pas une farce, là, il s'appelait pas juste comme ça, parce qu'il n'y avait pas de nom. Il y avait un lien sacré avec l'outarde, et l'outarde avait des choses à dire, des choses à faire. Les mythes qu'elle raconte sur les animaux sont des mythes moraux. L'être humain est un être moral. Toute société humaine cherche à établir ses règles morales. Quel chemin tu vas faire pour y arriver? Il y a bien des façons de le faire. Chez les Inuits, chez les nomades, les animaux te montrent la bonne façon d'être un bon Inuit. D'être bon, finalement. D'être une bonne personne, une bonne femme, un bon homme. Alors, savez-vous, c'est le carcajou qui est l'animal éthique. C'est lui qui va montrer au monde comment vivre. Le carcajou, nos ancêtres les connaissaient, les carcajous, ben, mais il faut dire que nos ancêtres connaissaient les Indiens aussi, mais nous, on ne sait plus c'est quoi. Le carcajou, c'est un animal, c'est le goulot-goulot, c'est un animal extraordinaire, mystérieux, très mystérieux, extrêmement intelligent. Et qui déjoue l'homme constamment, mais qui déjoue le destin, qui déjoue le monde, qui déjoue la logique. Et Quequacheo, qui s'appelle, lui a tout un mythe de Quequacheo qui défait et refait le monde. Alors imaginez-vous si c'est beau. Et tous les Indiens d'Amérique ont eu ça, cette idée-là. Des fois, la plupart du temps, c'est le carcajou. La plupart du temps, c'est le carcajou. Chez les Sioux, chez les Algonquins. Mais plus au sud, chez les Apaches, les Comanches, c'est le coyote. Ça peut être le coyote. Mais il y a toujours un animal dans les sociétés animistes qui fait et défait le monde, qui te montre comment, mais qui le défait. Le monde était parfait. Vous savez, c'est quoi un monde parfait pour quelqu'un qui va en canot toute sa vie? C'est un monde où les rivières coulent dans les deux sens. Mais ça paraît évident, tu sais. Et c'est Carcajou qui a défait le monde. C'est lui qui a tout défait la forêt, qui a renversé des arbres, qui a volé de la nourriture, qui a fait ci, qui a fait ça. Et Manitou a fait en sorte que maudite rivière aujourd'hui coule dans un seul sens. Qui fait en sorte aussi que tu es obligé de chasser. Puis que c'est pas facile de chasser. Puis peut-être que tu ne tueras pas, puis etc. Bon, tu voyez, là, c'est le bien, le mal, c'est la difficulté et tout ça. Alors, les animaux sont des frères, les animaux sont des sœurs. En fait, je vais le dire dans la bonne formulation, les animaux sont parents. Font partie de la parenté. Alors, il n'y a pas ça, cette fracture qui nous oppose au loup, qui nous oppose à l'ours, qui nous oppose à l'aigle. Et puis, il n'y a pas l'utilisation pragmatique ou politique ou de mauvaise foi de l'animal. Tu es en face d'un animal. Ah, je donne un exemple. Puis ça m'est arrivé, là, pour vrai. Là, on a vu un ours un jour rentrer dans le village. L'ours rentre dans le village. Alors moi, je dis, l'ours est mort. Un ours qui rentre dans un village indien, il m'a dit, il est mort. Il y a des carabines partout. Tout le monde est sorti.
Et là, il était pour... ça s'excitait, ça criait, il était pour mourir, cet ours-là. Là, finalement, il y a un vieux qui a levé la main et qui a dit, on n'est pas sur la planète Terre, là. On est sur la planète des Algonquins. Le vieux, il dit, tirez pas personne, c'est Mathias. Ah bon, c'est Mathias. Ça. Et l'ours, je vous jure, il s'est levé debout, parce qu'un ours noir, ça peut se lever debout. Un ours baribal, là, ça marche comme ça, des coups de temps. Ça peut marcher, puis ensuite ça retombe, ça marche comme ça. Il marchait comme ça, autour de la maison. C'était bel et bien Mathias. C'était la maison de Mathias, qui était mort le mois dernier. Mathias était revenu. En ours. Donc, tu ne tires pas sur Mathias. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Jadis, les êtres humains vivaient avec les ours, c'était des ours. Ils parlaient la langue ours. Les ours parlaient ours, nous on parlait ours, puis on s'est parlé ensemble. Et d'ailleurs, le grand mythe qui dit que nous sommes les enfants de l'ours. C'est une ours qui a mis les enfants au monde, les humains au monde. Mais les humains étant trop turbulents, ne voulant rien apprendre et pensant savoir tout, elle les a chassés. Puis depuis ce temps-là, on est en froid. Mais quand tu vas tuer un ours, avant de tuer un ours, en Innu, tu vas dire « Je te salue, mon frère, je te salue, ma soeur, je salue grand-mère, je salue grand-père, merci grand-père, je vais te tuer. » C'est long avant de tuer l'ours, il peut partir. C'est long parce qu'il faut que tu pries l'ours. Imaginez-vous chaque animal. Alors là, on serait pensé, nous autres, avec notre vision occidentale, qu'une hiérarchie des animaux. Parce qu'en Occident, ce qu'on a fait, c'est qu'on a hiérarchisé les animaux. On a mis des animaux inférieurs, des animaux moyens, des animaux supérieurs. Vous voyez, on a parlé des moutons et des loups. Vous savez, les moutons, puis c'est vrai que ça nous sert beaucoup. C'est tellement parlant. C'est tellement parlant. J'ai vu là sur une caricature d'un caricaturiste américain qui vient de la faire aujourd'hui ou avant-hier. Il vient de faire la caricature. Il met des moutons dans un champ. C'est plein de moutons. Puis il y a une grande pancarte dans le fond du champ, comme une pancarte publicitaire. Puis c'est un loup qui est sur la pancarte. C'est Trump, c'est Donald Trump en loup. Puis c'est écrit, il s'adresse aux moutons, c'est écrit « Je vais tous vous manger ». Puis là, tu as deux moutons qui se regardent, il y en a un qui dit à l'autre, il dit « Je l'aime cet homme-là », il dit les vraies choses. C'est très parlant. Ça résume plein de choses. Mais c'est pas ça chez les Inuits. T'as pas de mouton, t'as pas de ci, t'as pas de ça. Le prédateur est noble, la proie est noble, il y a un contrat proie-prédateur. C'est des montages intellectuels et conceptuels ahurissants. Tu écoutes une vieille, tu écoutes un vieux, ça finit plus. Il va te parler pendant des heures. Et la mouche est aussi importante que l'aigle royal. Vous voyez? Là, tu t'aperçois que la mouche noire, c'est la patronne du saumon. Ah bon? Mais là, si tu montes toutes sortes de montages, ça s'appelle la libération de l'imaginaire. Il y a une proximité avec les animaux, et ça, c'est une grande partie de l'histoire de l'humanité. Imaginez, c'est partie du patrimoine un jour. La fracture arrive avec la hiérarchie politique. À partir du moment où vous avez une société politique, le rapport avec les animaux change complètement. Et l'animal devient tout ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, il va être le prétexte du discours de la distribution du pouvoir. Les exemples fusent et sont extraordinaires, puis ils parlent d'eux-mêmes. Dans l'Europe, en Europe, pré-chrétienne, pré-occidentale, vous avez encore des animaux du type Innu. Vous avez parlé de du loup. Là. La louve à Rome, c'est une louve païenne. C'est une louve qu'on appelle païenne, féconde, qui crée la vie. C'est pas le loup dévorant, c'est le loup qui génère la vie. La louve. Et qui protège ses petits. C'est toute la symbolique de la fondation de Rome. Mais tout le travail de l'Occident, ça va être de détruire ces animaux et de détruire cette relation. Ça va être la religion chrétienne, bien sûr, qui va faire ça. C'est la chrétienté, c'est la rationalité, c'est le mode de pensée occidental, et
c'est un mode politique et économique, où arrivent des propriétaires, des seigneurs de guerre, des seigneurs fonciers. Et quand vous avez un seigneur de guerre, la première chose de foncier, un roi, la première chose qu'il va faire, c'est démolir le bestiaire. Pourquoi? Alors, vous avez un exemple en Europe qui est formidable, puis des livres qui ont été écrits, puis c'est des livres fascinants, intéressants. En Europe, il y avait des ours, des ours, si vous préférez. J'aime bien dire un ours parce que c'est plus un ours. Quand tu dis un ours, c'est pas mal plus... T'es plus dans l'ours, là. Ces ours en Europe, c'était des ours bruns. L'équivalent de l'ours Kodiak, que vous retrouvez, qu'on voit dans tous les documentaires qui mangent du saumon, là. Les ours bruns. Il y en avait partout en Europe. Il y en avait en France, il y en avait en Espagne, beaucoup en Espagne. Il y avait sur tout le territoire européen. Ces ours que les Américains appellent les grizzlies. On ne sait pas pourquoi ils appellent les grizzlies, mais ils auraient dû les appeler les brownies, mais ils appelaient les grizzlies. Ce sont de très gros ours. Et c'était la référence métaphorique de l'Europe païenne. C'est-à-dire le grand respect, le culte de l'ours. On le retrouve dans les archéologies de la préhistoire, dans les grottes et cavernes. Le culte de l'ours, le crâne de l'ours. Et c'est drôle, ça rejoint les Inuits. Parce que les Inuits, tous les animaux, quand ils mouraient, puis les Inuits avaient accès au cadavre de l'animal, soit qu'ils l'avaient mangé, soit qu'ils l'avaient ramassé, ils le replaçaient toujours, le squelette, dans une position sacrée, dans la forêt. Alors, tu peux marcher dans la forêt, là, dans une forêt, et là, tu arrives face à face avec un crâne d'ours, bien disposé sur une branche, puis des fois, il est peint rouge, un peu noir, pour que l'esprit de l'ours repose en paix, pour que l'ours soit heureux, puis tout le monde... Mais tu le fais pour le loup, tu le fais pour le poisson. Imaginez-vous un poisson, nous autres, on ne viendrait jamais à l'idée de prendre des arêtes de poisson pour mettre ça. Je n'ai pas vu de pêcheur de saumon, moi, de commencer à faire des messes de saumon sur le saumon. Mais les autres le faisaient. Mais les Européens faisaient la même chose, les Européens anciens. Et c'est ça qu'on a tué quand tu fais une société hiérarchique. Tu veux plus ça. C'est plus une société d'animaux. C'est une société, c'est plus une société de poésie. C'est plus une société d'imaginaire. C'est une société de rapport de force. Le pouvoir, maintenant, va sortir du Manitou, va sortir, tu sais, le fameux pouvoir qui est partout. Il va être approprié dans une seule personne ou dans une classe de personnes ou dans certaines personnes. Soit le guerrier, soit le seigneur, soit le prêtre. Le prêtre, le guerrier, le seigneur. Le cancer est commencé. Mais non, mais je résume. C'est un résumé. On s'entend. Et il va dire une chose simple. L'animal devient un ennemi. On va exterminer l'ours, puis on va le remplacer par un symbole. C'est-à-dire un animal dont on va dire qu'il est le roi des animaux, le lion. Alors, le lion, imaginez-vous, il n'y a pas de lion, là. Il y avait des lions autrefois, mais très, très loin dans l'histoire, mais le lion devient la référence. Richard, cœur de lion. C'est pas Richard, cœur d'ours, là. C'est Richard, cœur de lion. Alors là, tu vas chercher des animaux qui vont incarner le pouvoir, mais le pouvoir unique. L'aigle royal. L'aigle. C'est bon, l'Allemagne est l'aigle, les Américains est l'aigle. Tu ne vas pas te chercher à une souris, là. Nous autres, on fait une société, puis c'est la souris. En tout cas, tu as besoin d'avoir une parole pas mal convaincante. Alors, remarquez qu'il y a de très beaux articles qui ont été écrits par nos propres historiens sur le castor Innu, qui est considérable. Le castor Innu, c'est lui qui a fait la vallée du Saint-Laurent, c'est lui qui a fait les Grands Lacs, c'est lui qui fait couler l'eau d'un bord, de couler l'eau de l'autre, il fait la topographie, il fait la morphologie. Le grand castor, c'est à Mich qu'on appelle le grand castor. Imaginez-vous qu'il est passé chez les Inuits, chez les Algonquins, comme le grand castor mythologique, au castor canadien. Quand vous faites le chemin, vous avez tout compris. On a tout compris, parce que le petit castor canadien, c'est le petit castor bricoleur. Le castor bricoleur. Là, t'es une drop sociale qu'on appelle. Une méchante drop. Je vais vous conter une histoire, je vais conclure là-dessus.
qui montre bien que le roi et le seigneur ne tolèrent aucun prédateur. Le Québec a vendu, vous savez, c'est une histoire que je vous l'ai dit, le Québec a eu la tristesse de vendre, il a réussi à vendre l'île d'Anticosti en 1880, tranquille, vendre telle quelle, l'île au complet, tu vends l'île d'Anticosti, juste parce que tu veux l'argent. Et ils l'ont vendu à un chocolatier français, Henri Meunier, de Paris, milliardaire. Alors, le milliardaire s'est acheté une île, mais lui, c'est un chasseur. Pourquoi il s'achète une île? Puis il est à Paris, il est dans le chocolat. Il est diabétique en plus. Pas vrai. L'histoire n'a aucun sens. Et Meunier est richissime, diabétique, il s'achète une île parce qu'il veut chasser. Qu'est-ce qu'il a fait, Anticosti? Il a empoisonné à la strychnine tous les ours noirs. Il a empoisonné à la strychnine tous les loups. Tous les prédateurs ont été tués. Et puis, il a importé sa propre proie, le cerf de Virginie. Il a rentré du chevreuil là-dedans, parce que lui, il voulait chasser à l'européenne. C'est un Européen. Les Européens ont une conception, le seigneur européen a une conception de la chasse. Vous les voyez, les Anglais, les Français, quand le seigneur chasse, imaginez-vous, ils sortent les chiens, le pauvre tire-nord s'en va, puis il y a à peu près 45 chiens près de lui. Puis les autres sont à cheval. Puis non, mais tu sais, puis ils ont des rabatteurs, puis ils ont des scies, puis il faut qu'ils tuent. Alors lui, il était sur Anticosti, puis il tuait. C'est ça qu'il faisait. Il a tout changé l'écologie d'Anticosti. Il a tué le bestiaire, il a tué les animaux. Puis Anticosti, c'est triste. Le nom original en Innu, en algonquin, c'est Notachuan-Ministo. Ce qui est Notachuan, qui est en face, mais Notachuan-Ministo, ça veut dire exactement l'île où on chasse l'ours. C'est un sanctuaire des ours algonquiens, l'île d'Anticosti. Puis il n'y en a plus, ils ont tout éradiqué. C'est ce qu'un seigneur fait, un grand chasseur fait, parce que le seigneur, c'est le roi, c'est lui l'animal supérieur. Alors, et là, à nos enfants, on va raconter des histoires de loups, on va raconter des histoires de rois des animaux, et là, vous allez arriver au Fable de la Fontaine. Exactement. Là, tous les animaux servent à raconter, c'est des comptines pour la morale. On disait, là, le loup, la morale, c'est que le petit cochon, il n'aurait pas dû faire ça. Tu sais, le pauvre cochon, il n'a pas demandé ça. Pensez-y 2 secondes. Nous autres, dans notre culture populaire, on dit cochonne, cochon, il est cochon, coup cochon, méchant cochon. Le cochon n'a rien demandé. On n'était pas obligé de partir dans ce sens-là. Il y a beaucoup d'animaux qu'on utilise de façon négative dans des relations de pouvoir qui justifient la structure sociale constamment. Et ça devient beaucoup plus intéressant de faire l'inverse. Donc, ça devient beaucoup plus intéressant de transgresser tout ça, puis de repartir à zéro, puis de faire l'inverse. C'est-à-dire de revoir les animaux pour ce qu'ils sont vraiment, puis de les voir poétiquement, puis en fait, moi, je serais presque pour une régression intellectuelle, je reviendrais carrément dans l'animisme. Je dirais même que l'animisme a de l'avenir si jamais on voulait régler certains cas. Mais on ne les réglera pas parce qu'on est plus dans le champ de moutons. Puis dans le pancarte. On est plus là que là. Je voudrais juste vous signaler que quand on commence là-dedans, c'est une des choses les plus intéressantes de la pensée humaine, notre rapport aux animaux, parce que tu vas attraper l'animisme, tu vas attraper les religions monothéistes, mais la symbolique monothéiste des religions, le sacrifice. Pensez là que vous êtes parti je sais pas, du caribou qui est votre frère à l'agneau qui est votre péché. Tu sais, tu vas égorger l'agneau au sacrifice que tu vas faire. Quand tu es rendu que tu vas voir ton Dieu puis tu vas égorger 8 agneaux parce que tu veux le calmer, là, c'est dans l'univers de la culpabilité, dans l'univers moral de la culpabilité. Puis tu t'en vas jusqu'à aujourd'hui, qui est presque une dérive absolument fascinante de nos relations avec les animaux. On les invente, nos animaux, aujourd'hui. Ils sont numériques. Nos animaux, on avait passé par Walt Disney, c'était déjà toute une déformation. Tu sais, que t'apercevoir qu'un petit chevreuil,
c'est Bambi, puis qu'un éléphant, c'est Dumbo, Bimbo, pas trop. Mais quand tu passes par Walt Disney, puis ensuite, aujourd'hui, tu es rendu avec des animaux qu'on invente carrément avec le langage. Savoir que, tu sais, je sais pas moi, va pas là, va pas à la pêche, tu vas te faire manger par des os. Les os, ça mange le monde. Les loups, ils mangent le monde. C'est toute la symbolique de cours dans la nuit. Cours dans la nuit, il y a un loup qui va te mordre le mollet. Tu le verras même pas à noirceur. Et puis tout le reste. Puis une chose qui est fascinante, qui a beaucoup d'avenir aussi, qu'il faut qu'on regarde sur le plan des animaux, c'est que les animaux nous ont compris. Les animaux nous ont absolument compris. Ils ont compris que maintenant, ils pouvaient s'en venir en ville. Toute la gang. Chez nous, il y a l'Ontario, la nuit, au coin de Saint-Denis. Les moufettes, en Ontario. Les animaux ont compris. Ils sont sur Internet partout. Ils se font des selfies eux-mêmes. On rentre dans une nouvelle époque. Il y a tout un nouveau bestiaire à imaginer pour l'avenir, puis qui est en train de se faire, finalement. Puis qui va continuer à servir, cependant, le même service, qui aura la même fonction, la même fonctionnalité. C'est-à-dire, c'est la justification de la société dans laquelle on vit. Merci.